amis de la VDC, nous sommes en direct de Kinshasa avec M. Félix Tshisekedi. C'est lui qu'on appelle secrétaire national des relations extérieures de l'UDPS. Bonsoir, M. Félix Tshisekedi. Oui, bonsoir, M. Donkaïndi. En tout cas, merci de nous accorder le temps. Nous savons que vous êtes sur terrain en train de bosser très dur pour le parti. Nous voudrons un peu vous poser des questions sur le parti, sur la démarche du parti et ce que vous êtes allé faire, puisque tout le monde sait que vous êtes un résident permanent en Belgique, mais vous êtes descendu vous battre sur terrain. Monsieur Félix Tshisekedi, à tout seigneur, tout honneur, parlons-nous un peu brièvement de la santé de votre parti sur place à Kinshasa. Oui, le parti se porte bien. Enfin, il n'y a pas à dire, le parti se porte bien. Comme vous le savez, nous sommes sortis d'une crise électorale, mais qui n'est pas due du tout à notre volonté. Nous avons été victimes d'un hold-up électoral. Depuis lors, le parti avait connu quelques soubresauts, dans la mesure où son président lui-même avait été mis dans une plan surveillée. Mais évidemment, tout ça, je crois que vous le savez. Depuis lors, le parti s'en sort, tant bien que mal. Le secrétaire général Bruno Mabou, courageusement, est en train de poser les actes qu'il faut et de mener le parti chaque jour, au quotidien, donc vers des lendemains enchanteurs. Et l'occasion qui nous a été offerte d'aller à l'intérieur du pays nous a permis de nous rendre compte de la santé, en tout cas en ce qui concerne les deux Kasaï, de la très bonne santé de l'UDPS dans ces deux coins de la République. Okay. Donc en général, je dirais, c'est plutôt positif au niveau de l'état de santé du pays. Ok, alors ça c'est bon, nous allons revenir avec plus de détails sur votre descente dans le Grand Kasaï, c'est-à-dire Kasaï oriental et occidental. Mais quand vous dites que la santé du parti se porte bien, M. Félix Tshisekedi, mais on apprend qu'il y a deux ailes à ce stade où on parle de l'aile Félix et l'aile Valentin Moubaké. Qu'en est-il au juste? Oui, ça n'existe que dans l'imagination de ceux qui veulent absolument que ces deux ailes existent. Ces ailes vont exister comment? Parce que Félix Tshisekedi n'est pas leader du parti, et Valentin Moubaké encore moins. Nous sommes des cadres du parti. Je ne vois pas comment nous allons créer des ailes. Je crois que ça n'existe que dans l'imagination très fertile d'ailleurs de ceux qui veulent semer la zizanie au sein du parti. Mais moi en tout cas, en ce qui me concerne, je ne m'inscris pas du tout dans cette logique-là. Pour moi, il n'y a pas d'aide du tout. Il y a un seul président, Étienne Tshisekedi, qui pour le moment est convalescent et ça passe très bien. Et Étienne Tshisekedi est le président du parti politique qui s'appelle l'UDPS et qui est dirigé au quotidien par M. Bruno Mabou, qui en est le secrétaire général. À côté de lui, il y a toute une équipe de l'exécutif du parti qui font partie de la présidence, de ce que nous appelons la présidence. Donc il y a des secrétaires généraux adjoints de Mabou, il y en a 4, et plusieurs autres secrétaires du parti, chefs de département, comme c'est le cas pour moi. Donc de là à dire il y a deux ailes, je le répète, ça n'existe que dans l'imagination fertile de ceux qui veulent semer la dynamique. Je ne reconnais pas ces ailes-là. Puisque vous venez de le dire, le président Tshisekedi est convalescent, alors qui gère le parti actuellement sur place au pays? L'écoute, c'est le secrétaire général, c'est d'ailleurs sa mission. Okay. Le président du parti engage le parti. Okay. Le secrétaire général le gère au quotidien. Donc ça signifie que tout ce qui concerne le bilan de santé du parti, c'est-à-dire les fédérations, les sections, les cellules, etc., c'est du ressort du secrétaire général. Donc c'est lui, et c'est à lui seul qu'il faut aller poser la question, parce que même quand le président doit en apprendre sur les cellules, les fédérations et autres, c'est à lui qu'il s'adresse. Donc le parti au quotidien est géré par le secrétaire général. Le président engage celui-ci, donc le parti, au niveau extérieur, donc en
en dehors, au niveau national et extérieur. Donc en dehors des instances du parti. C'est lui qui s'occupe, au-dessus de toutes les instances, d'engager le parti UDPS. Voilà. Ok, en tout cas, merci. Maintenant, revenons avec force détail pour votre mission au pays. Vous êtes descendu à Kinshasa et après, on vous a vu dans les deux Kasaï. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement l'objet de cette visite qui a fait bouger les montagnes, M. Félix Tshisekedi? Oui, avant de répondre, j'aimerais quand même revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé de résidents en Belgique. Bon, c'est vrai qu'au niveau administratif, je suis résident en Belgique, mais ça fait déjà près de 10 ans maintenant que je suis assez régulièrement résident au Congo, donc entre les deux, quoi, je veux dire. Je vis un peu à cheval sur les deux. En Belgique, parce que j'y ai encore ma famille, mon épouse et mes enfants. Mais ici, c'est parce que j'y ai mes activités politiques. Au début, c'était moins visible parce que j'étais encore responsable fédéral. Mais depuis un peu avant la tenue du premier congrès, mais ça c'était assez confus, mais surtout depuis après la tenue du premier congrès du parti, c'est-à-dire en décembre 2010, nous avons été élevés au cadre national, donc je suis aux relations extérieures. Et là, je suis beaucoup plus présent au Congo et surtout pour mes activités de chargé de relations extérieures. Donc, je ne suis pas du tout un cheveu tombé dans la soupe. Ça, c'est d'une part. D'autre part, pour répondre à votre question, je suis allé au Kasaï parce que d'abord, comme ce n'est pas un secret pour personne, j'y ai été élu, et brillamment élu en 2011 dans la ville de Mbuji-Mayi. Je suis parti de là, suite justement au fameux enveloppe électoral, et comme je suis des relations extérieures, je suis retourné à l'extérieur, mon domaine donc, pour essayer de sensibiliser, convaincre la communauté internationale du scandale qui se passait au Congo. Au début, je dois avouer que c'était difficile. Souvenez-vous, il y avait des personnalités politiques dans la communauté internationale, pour ne pas les citer, qui disaient, oui, il y a eu des fautes, certes, mais ça ne change pas l'ordre d'arrivée. Et que, bon, pour ces autorités, tout était normal et que ça devait revenir à la normale. Nous nous sommes battus, nous avons fait beaucoup d'objections à tout cela. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de voir que la communauté internationale est alignée sur nos thèses, qui consiste à dire que le hold-up électoral en République démocratique du Congo en 2011 a occasionné énormément a occasionné une crise, on va dire, énormément de problèmes. Donc aujourd'hui, il y a une crise politique en République démocratique du Congo due à ce hold-up électoral. Et donc, depuis lors, nous nous inscrivons donc dans cette logique, après avoir échangé avec les représentants de cette communauté internationale, dans la logique de réparer ce qui a été commis comme faute. Et la seule façon de réparer cette chose de manière pacifique, parce qu'il y a aussi la guerre qu'on peut faire, mais comme nous ne sommes pas preneurs, la seule manière, c'est de passer par un dialogue sous l'égide de la communauté internationale, lequel dialogue nous permettra de nous dire les choses en face. Et en ce qui nous concerne, nous, de l'UDPS, nous reviendrons sur le contentieux électoral qu'il est absolument nécessaire de vider avant qu'on pense à d'autres échéances électorales, j'entends, en 2016. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai parcouru les deux Kasaï pour dire à nos ressortissants, d'abord remercier mon électorat de Mbuji-Mayi, mais aussi je ne peux pas arriver à Mbuji-Mayi sans parcourir l'intérieur du Kasaï, et je ne peux pas faire le Kasaï oriental sans faire le Kasaï occidental. Donc, j'ai été dans ces deux provinces pour leur dire qu'ils doivent rester vigilants. Nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre pays. Les choses peuvent aller bien, mais cela dépendra des rapports de force parce que nous sommes en politique. Et c'était pour susciter ces rapports de force, faire de sorte que ces rapports de force penchent en notre faveur. Ainsi, nous pourrons peser sur les événements et faire dégager M. Kabila et sa bande qui sont à la base de la crise politique au Congo et du hold-up électoral
que le pays a vécu tristement. Oui, Monsieur Félix Tshisekedi, vous avez bien dit que vous êtes rentré à la base remercier votre électorat. Alors, êtes-vous à l'aise si on vous appelait honorable ou bien vous ne voulez pas qu'on vous appelle honorable à ce stade et pour quelle raison? Pour moi, tout ça, c'est des fioritures. Hein, pour moi, c'est des détails, ça dépend. Vous savez, on vous appelle ici, c'est presque tout le monde au Congo qui est président, tout le monde est Mopao, tout le monde est Mokondi. Ben, si on dit honorable, tant mieux. Okay. Moi, ce que je ne veux pas qu'on m'enlève, c'est ce choix qui s'est porté sur moi. Parce que vous aviez suivi l'année passée, ce régime aux abois avait fait une mascarade de débats parlementaires au cours duquel nous avons été quelques-uns à être, je mets des guillemets, invalidés. Donc ça m'a fait rire parce que il n'y a que le peuple qui nous a donné des voix qui peut nous invalider. Donc ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Et donc je dis, à partir du moment où je suis cet élu-là du peuple, que le peuple de Mbuji-Mayi d'ailleurs a reconfirmé lors de mon passage dernièrement, je ne vois vraiment pas qui peut venir me le contester. Bon, après ça, si on m'appelle honorable, on m'appelle député, on m'appelle Félix, on m'appelle Chilombo, on m'appelle Tshisekedi, pour moi c'est du pareil au même, hein, il n'y a aucun problème. Tout à fait. Alors, est-ce que pendant votre tournée, surtout à Mbuji-Mayi, qui est votre fief où vous avez été élu, M. Félix Tshisekedi, est-ce qu'on vous a posé la question de savoir pourquoi vous n'avez pas siégé? On ne me l'a pas posé, mais j'y ai répondu moi-même, parce que je suis quand même resté très proche de mon électorat, et donc je suivais plus ou moins les propos de mes détracteurs, hein, ceux qui d'ailleurs sont à la base d'ailleurs de ce ordre électoral, qui ont eu le toupet de dire au peuple de Mbuji-Mayi que voilà, celui que vous avez élu en grande pompe est parti, il vous a abandonné, etc. Donc j'ai dû m'expliquer pour dire que je n'ai pas été croisé les bras, je ne suis pas parti en villégiature, parce que nous avons été élus et notre souhait le plus ardent aurait été de siéger et de défendre les intérêts de ce peuple, mais nous l'avons estimé inutile. Nous n'avons pas vu pourquoi ce serait nécessaire de siéger aux côtés d'imposteurs, des gens qui ont été nommés plutôt qu'élus, hein, et qui se sont fabriqués une majorité pour pouvoir écraser la minorité qui nous était imposée. Et pourtant, nous savons que, comme notre président, au législatif, nous avons aussi, nous nous sommes aussi très bien comportés, que nous avions aussi une majorité. Donc, je leur ai expliqué cela et ça s'est très très bien ressenti. En tout cas, ils l'ont très bien pris. Parce que la Suisse l'a démontré, partout où nous sommes passés, Ngandajika, Lukuta, Mwenetitou, Lukalaba, Niadi, Kabeakamwanga, Kananga, Tingulu, tout a été clair. Le peuple nous a ouvert les bras, le peuple nous fait confiance et il n'y a vraiment pas de raison de s'inquiéter pour ça. Ok, alors les images étaient vues par tout le monde, M. Félix Tshisekedi. Que répondriez-vous à ceux-là qui disent que votre descente dans le Grand Kasaï, pour parler du Kasaï oriental, occidental, était une épreuve de force contre M. Vital Kamerhe, qui plusieurs fois est descendu dans les Kivu, montrait qu'il est encore populaire, alors vous êtes descendu aussi pour le faire voir que vous êtes populaire aussi chez vous. Que répondriez-vous à cette assertion? Non, je crois que Vital Kamerhe, on n'a pas besoin de lui dire, il sait quelle est la force de l'UDPS, quelle est la force d'Etienne Tshisekedi et quelle est la force éventuelle ou potentielle des représentants d'Etienne Tshisekedi, et j'en suis un. Donc je ne pense pas qu'il soit nécessaire de me comporter de telle sorte vis-à-vis de Vital Kamerhe, que je considère pour le moment, j'entends, comme un allié objectif, c'est-à-dire, comme lui, nous voulons que Joseph Kabila s'en aille, pas qu'il y ait des divergences. Lui, il attend 2016, alors que nous, de l'UDPS, nous exigeons son départ immédiat.
Mais comme lui, nous sommes d'accord pour qu'il s'en aille, comme lui, nous sommes d'accord que la CENI, telle qu'elle est dirigée aujourd'hui par l'abbé Malouman, n'est pas crédible, comme lui, nous sommes d'accord qu'on ne peut pas commencer le processus électoral avec les locales urbaines et municipales. Donc on a certains points communs qui ont d'ailleurs fait qu'à un moment donné de l'histoire de notre pays, nous avons dû les dire en même temps. Et ça a donné d'ailleurs, je ne vous apprends rien, de la matière à ceux qui sont plus spectateurs qu'acteurs et qui préfèrent rester terrés chez eux plutôt que de venir sur le terrain et de dénoncer les choses comme nous pour dire, voilà, inventer des histoires d'alliances, de coalitions, etc., qui n'en étaient d'ailleurs pas. Donc, voilà. Oui, M. Félix, justement, quand on parle de Vital Kamerhe, vous avez parlé de l'Alliance. La plupart des membres de l'UDPS disent que c'est Félix Tshisekedi qui amène l'UDPS vers Kamerhe. C'est lui-là qui a combattu le parti et qui a combattu le président du parti avant les élections de 2006, puisqu'il y a l'appui médiatique où il disait qu'il devait éventrer le BOA pour prouver au peuple congolais que Tshisekedi il n'est pas là pour le peuple. Il y a des éléments qu'il a donnés qu'on ne veut pas vraiment évoquer ici. Et aujourd'hui, si Félix Tshisekedi décidait d'aller s'allier avec Vital Kamerhe, c'est une trahison. Comment répondiez-vous? Ça me fait rire d'abord parce que c'est plutôt à M. Kamerhe qu'on devrait adresser cette question. C'est lui qui avait dit ça, et c'est à lui qu'on a demandé mais comment ce type qui se rapproche maintenant de l'UDPS de qui il avait dit ça. Donc ça, c'est déjà ça comme question. La deuxième, c'est que l'UDPS n'est pas allé chercher M. Kamerhe ou l'UNC. Nous nous sommes retrouvés à un moment donné de l'histoire de notre pays autour d'une table que nous avons appelée la table ronde chez M. Kobler, donc qui est le représentant du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, le représentant spécial. Donc, comme nous savions que nous devions faire face à un certain nombre de choses, il fallait que nous discutions entre nous et que nous trouvions un discours commun qui pourrait éviter de nous faire passer pour des pantins devant nos interlocuteurs. Et donc, comme vous le savez, M. Kamerhe est aligné comme nous sur le fait que Kabila ne doit plus être président de ce pays. Sauf que là, il y a une divergence. M. Kamerhe, lui, parle de 2016, alors que nous voulons que M. Kabila parle tout de suite, parce que pour nous, il a usurpé cette fonction de président de la République avec M. Tshisekedi, qui est le vrai président élu. Nous sommes d'accord avec M. Kamerhe sur le fait que la CENI, dirigée par M. Malouman, n'est pas crédible et que M. Malouman n'est pas l'homme de la situation. Nous sommes donc d'accord sur un certain nombre de choses, comme par exemple le calendrier électoral. Nous estimons que le calendrier électoral, tel que proposé par M. Malouman, est plutôt dans l'intérêt de M. Kabila et de sa bande, plutôt que dans l'intérêt du processus politique et processus électoral au Congo. Donc, nous sommes d'accord sur un certain nombre de choses, et donc nous étions dit, autant le dire en même temps, parce que, comme vous savez, le Congo n'est pas seulement géré par l'opinion nationale, mais le Congo est tellement affaibli aujourd'hui que ce serait totalement insensé de nier les influences extérieures du Congo. Et ces influences extérieures, par moment, elles ont besoin de voir les forces qui se disent, qui se proposent plutôt de changer les choses, de voir ces forces dire les choses de manière ordonnée afin que ces choses soient compréhensibles. Et c'est ce que nous nous sommes dit. Donc nous n'avons jamais créé d'alliance parce que nous ne pouvons pas en créer. Je commence à M. Bruno Maboum, qui est secrétaire général. Il ne peut pas engager l'UDPS dans un consortium quelconque ou une alliance quelconque, parce que tout simplement, l'UDPS
avait décidé lors de son premier congrès en 2010 de ne pas faire d'alliance avec d'autres partis. Mais on ne nous interdit pas de dire les choses à côté d'autres partis, des choses qui sont réelles. Aujourd'hui, tout le monde sait que le Congo va mal. Si nous le disons en même temps que l'UNC de notre Caméré, ça ne veut pas dire que nous sommes en alliance forcément. Aujourd'hui, tout le monde sait que les élections locales et municipales que propose M. Malouman sont dans l'intérêt de faire gagner du temps à M. Kabila et de faire donc passer l'administration Obama, qui est celle qui lui met le plus de pression, à ce que lorsque le temps qu'une autre administration arrive et se mette en place et se mette à comprendre les problèmes du Congo, il a gagné 2 ou 3 ans. Donc voilà, donc c'est tout ça qui nous font dire que nous sommes des forces politiques congolaises qui ont une certaine identité de perception des choses. Ce n'est pas interdit de dire ces choses au même moment et ensemble, sans pour autant devoir faire une alliance. Alors, lorsque vous me parlez de trahison, de ce qui s'était passé en 2006 ou je ne sais pas quoi c'est vous dites, mais c'est le passé. Vous savez que la politique, c'est une dynamique. Nos alliés d'aujourd'hui, ou j'allais dire nos ennemis d'aujourd'hui, ne seront pas forcément nos ennemis demain. Donc, ou ceux qui sont nos alliés aujourd'hui ne seront pas forcément nos alliés demain. La politique étant une dynamique, ceux qui sont avec nous aujourd'hui, peut-être demain, ils seront opposés à nous, et vice versa. Donc, je ne pense pas que quand on est un acteur politique, on doit garder des rancunes et revenir sur le passé en disant oui, on n'oublie pas. Quoique le passé doit nous conduire, doit nous instruire, le passé doit nous guider pour préparer l'avenir. Mais le passé ne doit pas nous servir pour régler des comptes et risquer de compromettre l'avenir. Donc c'est ça que nous devons absolument intégrer. Donc je le dis, je n'ai pas le sentiment de trahir qui que ce soit, encore moins mon parti et mon président, parce que moi j'ai la conscience tranquille, je crois servir ma cause, la cause qui est la nôtre, et donc je suis tout à fait droit dans mes côtes, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ok, alors l'avant-dernière question, M. Félix Tshisekedi, c'est la question concernant l'événement du 27 septembre, c'est-à-dire la marche de l'opposition. Il y a eu plusieurs calicots sous lesquels on pouvait lire, entre autres, l'opposition demande des concertations avec le gouvernement selon les accords d'Addis Abeba. Vous souscrivez à cette démarche? Non, je n'ai pas très bien compris parce qu'il y a eu des perturbations sur la ligne. Je n'ai pas très bien compris. Si vous voulez bien répéter votre question. Oui, s'il vous plaît, je le ferai avec plaisir. Vous avez parlé de la manifestation du 27 septembre, oui. Oui, correct. Alors, il y avait beaucoup de calicots. Parmi ces calicots, il y a d'autres où on a écrit l'opposition réclame les concertations ou le dialogue avec le gouvernement en place. Est-ce que l'UDPS souscrit à cette démarche, oui ou non, et quel est votre point de vue à ce sujet? Oui, je crois que vous avoir dit déjà dans une réponse précédente que nous ne nous considérons pas comme une opposition à Kabila. Nous avons battu M. Kabila à plat de couture en 2011. C'est plutôt lui qui doit se sentir opposé à nous et non le contraire. Ça, c'est une chose. La seconde, c'est pour répondre à votre question, nous ne demandons rien du tout. Ce que je vous dis là, c'est évidemment la conséquence du travail que nous, celui des faits et bien d'autres de nos compatriotes, avons eu à faire. C'est-à-dire, nous avons parcouru le monde, à la fois en Afrique, en Amérique et en Europe, pour dire que ce qui s'était passé en novembre 2011 était une imposture. Et que tant que ça restera en l'état, le Congo sera en crise. Et vous êtes au courant, je ne vous apprends rien, que la communauté internationale a pris une initiative à travers le secrétaire général de l'ONU. Il y a eu une réunion à Addis Abeba qui a découlé sur un accord que l'on a nommé accord cadre, qui parlait déjà du dialogue. Mais plus tard, il y a eu une résolution carrément
du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 2098. Celle-là, elle précisait même la tenue de ce dialogue. Donc, nous ne demandons pas un dialogue avec l'imposture qui est en face de nous. Simplement, nous optons pour cette voie et nous encourageons la communauté internationale à aller dans cette voie, donc à passer à la pratique, après avoir décidé de cela en théorie, parce que cela au moins pourra nous économiser en vie humaine. Vous savez, depuis que la parenthèse HTL et sa cohorte d'insanité, de scandales ont accouché dans ce pays, nous disons qu'il est temps de faire l'économie de victimes dans ce pays. Donc maintenant, au lieu d'aller en guerre, parce que nous sommes des hommes, ce n'est pas impossible de le faire aussi, mais nous optons, comme l'UDPS l'a toujours voulu, pour la non-violence, et là, c'est une belle occasion nous offerte par la communauté internationale d'aller à un dialogue et d'obtenir par la voie pacifique ce que nous pourrions obtenir de manière brutale et violente par la voie des armes. Mais tout ça, nous le rejetons, je vous le dis, je ne serai contesté par personne, surtout pas par notre président. Nous optons pour la voie du dialogue parce que nous demandons à ce que la communauté internationale qui a compris les choses de la même manière que nous, encourage à la tenue de ce dialogue. Non pas pour aller nous partager les postes parce que nous n'en avons rien à faire, mais c'est pour aller discuter des vrais problèmes du Congo. D'abord, de vider le contentieux de 2011 et ensuite de voir les perspectives d'avenir, c'est-à-dire comment poursuivre avec le processus politique et démocratique et aboutir à un processus électoral qui soit apaisé et crédible. Donc c'est cela, c'est comme ça que nous voyons les choses à l'UDPS. Oui, alors la dernière question, M. Félix Tshisekedi, c'est, vous avez parlé à un certain moment, par exemple, les ennemis d'hier ne devraient pas être forcément les amis d'aujourd'hui et vice-versa. Vous rappelez-vous de ce phénomène de la communauté internationale de là, surtout qui était au début des l'UDPS après les accords de Sun City, on a créé un phénomène qu'on appelait SIAT. Et c'est ce même SIAT qui a encore tourné les armes contre l'UDPS, et l'UDPS n'a pas été impliqué dans le système de gestion de l'après-Sun City. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous repartez encore vers la même communauté internationale, vous ne courez pas le même risque de vous retrouver encore roulé dans la farine? Oui, je comprends que vous posez le problème de la crédibilité de la démarche de la communauté internationale, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, parce que la communication n'est pas très bonne, donc j'essaie de deviner à un moment ce que vous dites. Donc en fait, je comprends votre crainte, je comprends le sens de votre question et la crainte même de beaucoup de nos compatriotes. Mais je crois que je vous ai dit tout à l'heure que le Congo a tellement été affaibli par ceux qui l'ont dirigé depuis la chute du régime du maréchal Mobutu, que nous sommes aussi quelque part tributaires de la communauté internationale. Alors, qu'est-ce qui fait que cette communauté internationale peut nous influencer à sa manière ou peut nous amener à un rythme que nous déterminerons? Eh bien, c'est le problème des rapports de force. Voilà pourquoi nous nous inscrivons dans la logique de joindre nos efforts, pas dans une alliance, mais dans des actions spontanées que nous ferons de manière unie pour exprimer le sentiment, non pas seulement de l'UDPS, mais le sentiment d'autres Congolais, parce que tous les Congolais ne sont pas de l'UDPS. Mais lorsque l'Église catholique, lorsque l'autre restant de la société civile, lorsque les autres partis politiques disent en même temps que l'UDPS à la communauté internationale que nous ne voulons plus de M. Kabila, parce qu'il n'a pas gagné les élections en 2011, que nous ne voulons plus de M. Malumalu, parce qu'il est le conseiller ou l'expert
Alors là, il y a encore un point. Un instant, je vous rappelle, puisque vous répondez à la dernière question. Que nous allons être floués. Pardon? Oui, il y a eu une perturbation à continuer, merci. Oui, oui, d'accord. Donc je dis, je ne pense pas que nous risquions d'être floués parce que d'abord, je fais confiance à la communauté internationale, représentés par les individus que nous avons rencontrés. Hein, je vous rappelle, nous avons rencontré M. Kobler lui-même, Mme Robinson en son temps, mais qui a été remplacée par quelqu'un qui n'en pense pas moins qu'elle, donc c'est-à-dire qui comprend aussi la nécessité de ce dialogue. M. Russell Feingold, l'envoyé spécial des États-Unis, M. Kounderzak, l'envoyé spécial de l'Union européenne, et M. Garand, l'envoyé spécial de l'Union africaine, on était tous sur la même longueur d'onde quant à la nécessité de la tenue d'un dialogue pour éventrer le bois, on va dire, donc vider tout le contenu vider tous ces litiges, etc. Donc, comme nous étions d'accord, nous préférons faire confiance en ces gens. Ce n'est pas des premiers venus, ce n'est pas des charlatans, c'est des gens qui étaient dûment mandatés pour parler au nom de la communauté internationale. Nous n'avons pas de raison de croire qu'ils vont nous flouer en quoi que ce soit. Mais à côté de cela, et cela dit, je dirais, nous devons aussi, nous, Congolais, apprendre à prendre en charge. Nous devons aussi pouvoir revendiquer nos droits, nos besoins, nous devons pouvoir exprimer cela. Et si nous les exprimons de manière uniforme, qui ne soit pas cacophonique, qui soit unilatérale et efficace, je crois que nous pourrons nous faire entendre et nous pourrons compter davantage sur la contribution de cette communauté internationale. Donc moi, je n'ai pas de doute du tout. Je crois que nous avons affaire à des gens sérieux qui ont compris le problème qui est au Congo et qui sont disposés à nous aider. Il ne faut pas cracher sur cette main qui nous est tendue. Alors, si vous dites que ces gens cherchent à aider, est-ce que c'est pour faire la passation du pouvoir du président élu au président qui est actuellement là-bas, ou bien c'est pour seulement arranger la situation et attendre 2016, M. Félix? Vous savez, le peu de temps que j'ai passé à la diplomatie de mon parti m'a appris à connaître ce qu'on appelle le devoir de réserve, hein, la retenue, etc. Donc, je ne peux pas présager de ce que nous pouvons dire avant même que cette option ait été levée. Je ne serais pas sécurieux pour à la fois ceux qui entreprennent ces démarches donc dans la communauté internationale et pour ceux qui seront nos interlocuteurs. Mais une fois que nous serons à table en phase 2, nous irons franchement avec nos revendications. Donc, je ne peux pas le dire ici sur les ondes en disant nous allons arriver, nous allons décider de ceci, comme si nous étions nous-mêmes en sachant que nous aurons en face de nous des gens déterminés à faire passer leurs mensonges de 2011, et donc il faudra que nous soyons aussi suffisamment armés d'arguments pour faire face à leur manipulation. Donc, je reste confiant quant à l'issue heureuse de la situation, parce que pour l'intérêt du Congo, nous devons comprendre qu'il faut respecter la parole des Congolais, et la parole des Congolais exprimée en 2011, en novembre 2011, c'était de souhaiter ou d'élire Étienne Tshisekedi à la tête du Congo. Nous espérons que tout le monde le comprendra et que nous irons dans ce sens. Mais de toutes les manières, ce dialogue est utile parce qu'il permettra poursuite du processus politique commencé un jour en Afrique du Sud et qui s'était conclu par la signature de l'accord global et inclusif. Donc, nous devons comprendre que c'est l'intérêt du Congo qui est en jeu, et l'intérêt du Congo doit être au-dessus de tout le monde, c'est-à-dire il doit primer avant nos intérêts personnels.
Ok, en tout cas, grand merci, chers auditeurs. Nous vous rappelons qu'on était en direct de Kinshasa avec M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier secrétaire national chargé de relations extérieures. Il est aussi un élu de Mbujima. Et merci beaucoup, M. Félix. Avant de vous laisser partir, nous vous donnons 2 minutes pour vous exprimer. Aux amis de la diaspora qui vous suivent et qui sachent exactement qu'est-ce que vous avez comme message à leur donner pendant votre séjour congolais. Oui, merci. Donc, merci beaucoup. Je dirais simplement aux amis de la diaspora qu'ils ne doivent pas sous-estimer leur contribution. Chaque fois que je suis ici et que j'ai l'occasion de le dire, je le dis, la diaspora a énormément joué dans ce que nous appelons, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la communauté internationale se soit rendue compte qu'au Congo, il y a réellement une crise politique. Donc, il n'y a pas que nous qui avons sillonné le monde, mais la diaspora, dans l'expression de sa position, de son mécontentement et de ce qu'elle avait à dire, en tout cas, elle a marqué des points. Le sujet, vraiment, c'était de voir, en tout cas, cette même diaspora totalement divisée, mais évidemment, c'est le fait de quelques individus qui ont réussi à avoir certains esprits faibles, esprits faibles à un sursaut, manipulation, à rejeter tout appel à la division, à la diabolisation, et à regarder tous comme un seul homme en direction de notre président. D'ailleurs, il se trouve pour le moment à l'extérieur. Je pense que sa convalescence sera terminée. C'est à la diaspora qui s'adressera pour la remercier de tous les efforts qu'elle a faits et lui promettre en tout cas de transformer le Congo, de bientôt avoir le pouvoir au Congo, de le transformer, de voir revenir tous ses frères et sœurs qui ont tant donné, mais qui ont besoin maintenant de tant donner pour leur pays, parce que je vous dis, je viens de visiter le Congo profond à travers les 2 passages, c'est vraiment à en pleurer. Donc c'est difficile de croire que ce pays est un des pays les plus riches du monde potentiellement, parce que tout est à faire ici. Il y a vraiment rien du tout qui ressemble à un État ici. Donc nous devons absolument continuer le combat. Et je crois que d'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup à combattre. En tout cas, il n'y en a plus pour longtemps, j'allais dire. La victoire, elle est certaine et la victoire, elle est très proche. Il faut maintenant réunir nos efforts ensemble et combattre cette dictature, cette imposture qui est en train de nous distraire et de nous envoyer sur d'autres voies pour continuer à régner de manière insolente sur le Congo. Mais nous disons non, et nous sommes non prêts à le dire. Nous allons barrer la route à M. Kabila et à ses amis, et nous voulons que la diaspora continue comme elle le faisait si bien depuis 2011. Voilà, donc je vous remercie. Okay. Et je remercie vos auditeurs aussi. Ok, merci beaucoup, M. Félix Tshisekedi. Nous vous remercions également pour le temps que vous avez bien voulu passer avec nous. Et tant que vous êtes au front, vous êtes au front en train de vous battre, nous ne manquerons jamais de vous contacter pour donner de l'information à ceux-là qui en ont besoin pour vous donner leur appui. Merci et à la prochaine, Félix. Merci beaucoup. À la prochaine. Ok, bye.